Avez-vous déjà regardé tout ce que vous avez construit de vos propres mains s'effondrer juste sous vos yeux? Pas parce que vous avez échoué, mais parce que la seule personne qui avait promis de rester à vos côtés a décidé de vous détruire à la place. Vous est-il déjà arrivé d'être assis dans une salle remplie de gens et de vous sentir complètement, atrocement seul? L'histoire d'aujourd'hui parle d'une trahison si profonde qu'elle vous fera bouillir le sang. C'est l'histoire d'une femme partie de rien pour bâtir un empire, avant de découvrir que l'homme qui dormait à ses côtés complotait sa destruction totale. Mais cette histoire parle aussi d'autre chose. De quelque chose qui vous redonnera foi en l'humanité. Parce que parfois, quand vous pensez n'avoir plus personne au monde, l'aide vient de l'endroit le plus inattendu. Parfois, la plus petite voix porte la vérité la plus forte. Et parfois, les voitures de luxe et les costumes de créateurs comptent bien moins qu'un simple acte de bonté humaine. Cette histoire vous mettra en colère. Elle vous fera pleurer. Et à la fin, elle vous rappellera pourquoi nous ne devrions jamais, au grand jamais, sous-estimer ceux que la société a oubliés. L'air à l'intérieur de la haute cour de Port-Harcourt était étouffant. C'était l'un de ces après-midi humides de septembre où les ventilateurs au plafond ne faisaient que brasser l'air chaud en cercle paresseux. L'odeur du vieux bois se mêlait à celle de décennies de batailles juridiques livrées entre ces murs. À l'extérieur, la ville bourdonnait de vie. Des commerçants criant leurs marchandises sur Arbor Road, des conducteurs d'Okada se faufilant dans la circulation, le bruit lointain des chantiers alors que Port-Harcourt poursuivait son expansion sans fin vers la mégapole qu'elle aspirait à devenir. Mais à l'intérieur de la salle d'audience numéro 4, Grace Okafor avait l'impression de se noyer. Elle était assise à la table de la défense, les mains tremblant si fort qu'elle devait les plaquer contre la surface polie en acajou pour les maintenir immobiles. Elle portait un tailleur couleur charbon qu'elle avait acheté spécialement pour ce jour. Sur mesure, coûteux, le genre de tenue qui lui donnait habituellement un sentiment de puissance et de contrôle. Aujourd'hui, cela ressemblait à un costume, comme si elle jouait le rôle d'une femme à succès alors que tout son monde s'effondrait autour d'elle. Grace Okafor. Ce nom signifiait quelque chose dans cette ville. 10 ans plus tôt, elle n'était personne, juste une jeune femme de LM essayant de s'en sortir dans la grande ville. Elle avait lancé Okafor Beauty Works dans son petit appartement de 2 chambres à Déline, mélangeant des produits de soins naturels sur sa table de cuisine et les vendant le week-end au marché de Mile One. Elle avait mis au point des formules qu'elle avait perfectionnées pendant des années. Du beurre de karité venant du Nord, de l'huile de coco de source locale, de l'huile de palmiste que sa mère lui avait appris à transformer correctement. Elle avait une vision. Elle avait de la détermination. Elle avait consacré chaque heure éveillée à construire quelque chose de réel. Et elle avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Okafor Beauty Works occupait désormais un immeuble de 3 étages le long de la route. Elle employait plus de 200 personnes, ouvriers d'usine, chimistes, équipe marketing, distributeurs. Ses produits se trouvaient dans des boutiques à travers tout l'état de Rivers, dans l'ensemble du delta du Niger, et même jusqu'à Lagos et Abuja. Elle avait été mise en avant dans Business des Nigeria et Geneviève Magazine. Elle avait donné des conférences dans des universités. De jeunes filles la prenaient pour modèle, preuve vivante qu'on pouvait partir de rien et bâtir un empire. Elle possédait 3 hôtels, un dans l'ancien GRA de Port-Harcourt, un autre à Wari et un 3e à Calabar. Elle avait une entreprise de logistique qui transportait des marchandises dans toute la région sud-sud. Elle avait des propriétés, des investissements, de la richesse. Mais assise dans cette salle d'audience, avec le banc du juge qui la dominait et les gradins remplis de spectateurs curieux derrière elle, Grace se sentait plus petite qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. De l'autre côté de l'allée se trouvait Daniel, son mari depuis 10 ans. Il ne la regardait pas. Il ne la regardait plus jamais. Il était adossé à son siège avec cette assurance désinvolte qui l'avait d'abord attiré, chuchotant quelque chose à son avocat, un homme au visage dur, vêtu d'un costume importé, dont les honoraires dépassaient tout ce que Grace pouvait imaginer. Daniel sourit à quelque chose que l'avocat lui dit, et ce sourire noua l'estomac de Grace. Elle se souvenait du temps où ce sourire faisait battre son cœur plus vite. Elle se souvenait de leur première rencontre lors d'un événement de réseautage professionnel à l'hôtel présidential sur Arbor Road. Il avait été charmant, attentif, intéressé par tout ce qu'elle disait. Il lui avait dit qu'elle était brillante, qu'elle était belle, qu'elle méritait quelqu'un qui soutiendrait ses rêves au lieu de rivaliser avec eux. Elle avait cru chaque mot. Ils s'étaient mariés rapidement, emportés par ce qui ressemblait au destin. Pas de contrat prénuptial.
Cela aurait signifié qu'elle ne lui faisait pas confiance. Et Grace avait été élevée dans l'idée que le mariage signifiait une confiance totale, un partenariat total. Et puis, elle l'aimait. Et Daniel l'avait assuré, encore et encore, qu'il l'aimait aussi. Il n'avait jamais travaillé un seul jour chez Okafor Beauty Works. Il n'avait jamais formulé un seul produit, jamais assisté à une réunion avec des fournisseurs, jamais veillé jusqu'à 2 heures du matin pour équilibrer des comptes ou résoudre des problèmes de production. Mais il était là, disait-il. Toujours là. Toujours soutenant. Toujours l'homme derrière la femme à succès. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Il y a 6 mois, Daniel avait demandé le divorce. Pas seulement le divorce, il réclamait la moitié de tout. La moitié d'Okafor Beauty Works, la moitié des hôtels, la moitié de l'entreprise de logistique, la moitié de tout ce qu'elle avait bâti avec sa sueur et ses larmes. Et comme il n'y avait pas de contrat prénuptial, comme il s'était marié avant que l'entreprise ne décolle réellement, ses avocats soutenaient qu'il y avait droit. Biens communs, disait-il. Actifs matrimoniaux. Mais Daniel ne se contentait pas de la moitié. Il voulait tout. Et pour y parvenir, il avait passé les 6 derniers mois à détruire systématiquement sa réputation. Il affirmait qu'elle était mentalement instable. Qu'elle avait détourné des fonds de l'entreprise pour nourrir une addiction au jeu. Qu'elle transférait secrètement de l'argent vers des comptes offshore. Qu'elle était incapable de diriger une entreprise, encore moins de rester PDG d'Okafor Beauty Works. Il avait des témoins. Des documents. Des relevés bancaires qui semblaient accablants au premier regard. Et Grace n'avait rien. Enfin, pas exactement. Elle avait la vérité. Mais elle apprenait que la vérité n'avait pas toujours de poids lorsque les mensonges étaient présentés de manière suffisamment professionnelle. La salle était pleine à craquer. Grace sentait les regards posés sur elle de toutes parts. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec jugement, quelques-uns avec une schadenfreude à peine dissimulée, ce plaisir humain particulier à voir les gens qui réussissent tomber. « Votre honneur » déclara l'avocat de Daniel en se levant, sa voix portant cette autorité théâtrale acquise au fil d'années de formation juridique coûteuse. Maître Chidin Nwosu était l'un des avocats spécialisés en divorce les plus recherchés de Port-Harcourt. Sa réputation s'était bâtie sur des victoires dans des affaires impossibles et sur l'obtention de règlements maximaux pour ses clients. Mon client a fait preuve de plus que de la patience, poursuivit Nwosu en faisant les 100 pas devant le banc du juge avec emphase. Madame Okafor a démontré un schéma d'irresponsabilité financière et d'instabilité émotionnelle qui met toute l'entreprise en danger. Monsieur Daniel souhaite simplement ce qui lui revient de droit. Sa part équitable de l'entreprise qu'il a aidé à soutenir et à protéger pendant une décennie. Grace voulait hurler. Elle voulait se lever et dire à tout le monde dans cette salle que tout cela était faux. Chaque mot. Mais son propre avocat, un homme aimable mais dépassé nommé Maître Esha Johnson, qu'elle pouvait à peine se permettre après que les frais juridiques eurent vidé la majeure partie de ses économies accessibles, lui avait conseillé de se taire. Laissez la procédure suivre son cours, avait-il dit. La vérité finira par émerger. Sauf qu'elle n'émergeait pas. Elle s'ensevelissait sous les mensonges soigneusement construits de Daniel. De plus, votre honneur, poursuivit Maître Nwosu en désignant Grace d'un geste théâtral. Madame Okafor n'a personne pour témoigner de son caractère. Aucun membre de sa famille ne s'est présenté pour témoigner en sa faveur. Aucun partenaire commercial, aucun ami proche. Cela révèle un schéma d'isolement et d'instabilité que mon client affirme avoir observé de ses propres yeux pendant des années. Cette affirmation fit plus mal que toutes les accusations financières réunies, parce qu'elle était vraie. Les parents de Grace étaient décédés depuis des années. Son père était mort de complications liées au diabète lorsqu'elle avait 25 ans, et sa mère d'hypertension seulement 18 mois plus tard. Le chagrin avait été écrasant. Elle était fille unique, sans frère ni sœur à appeler, sans tante ni oncle proche. Sa famille élargie restée à LMA s'était éloignée avec le temps, comme cela arrive souvent quand une personne s'élève et que les autres restent là où ils sont. Il y avait des cousins qui avaient cessé d'appeler lorsque Grace ne pouvait plus répondre à chaque demande financière. Des parents éloignés qui regardaient sa réussite avec envie plutôt qu'avec fierté. Et les amis? Daniel s'en était occupé aussi. C'était subtil. Tellement subtil qu'elle ne s'en était même pas rendue compte. Au fil des années, il avait remis en question chaque amitié. Son ancienne colocataire d'université était-elle vraiment heureuse de sa réussite ou simplement jalouse? Son ancien mentor professionnel donnait-il de bons conseils ou essayait-il de voler ses formules?
Cette femme de l'église voulait-elle réellement être son amie ou cherchait-elle seulement à obtenir des produits gratuits? Lentement, méthodiquement, Daniel l'avait isolée de tout le monde. Et Grace, lui faisant confiance, croyant qu'il agissait dans son intérêt, avait laissé faire. À présent, elle se trouvait dans une salle d'audience, faisant face à la destruction de tout ce qu'elle avait construit, et il n'y avait personne pour se tenir à ses côtés. Le juge, un homme sévère d'une 60aine d'années nommé le juge Adabio Williams, examinait des documents devant lui, le visage impassible. Il était resté en grande partie silencieux tout au long de la procédure, laissant les deux avocats présenter leurs arguments. Mais Grace remarquait parfois la façon dont il posait les yeux sur elle, sans pouvoir dire s'il y avait de la pitié ou du jugement dans son regard. Le juge Williams avait la réputation d'être juste, mais dur. Il ne tolérait pas les absurdités dans sa salle et n'avait aucune patience pour le théâtre, mais il était aussi connu pour être quelque peu traditionnaliste dans certaines de ses opinions. Grace s'inquiétait de ce que cela pouvait signifier pour son affaire. « Madame Okafor » dit enfin le juge Williams en la regardant directement. Sa voix était grave et rugueuse, chargée du poids de décennies passées sur le banc. « Avez-vous des témoins que vous souhaitez appeler? Quelqu'un qui puisse répondre à ces accusations ?» L'avocat de Grace se leva rapidement. « Votre honneur, nous demandons plus de temps pour rassembler. »« Non, votre honneur » se surprit Grace à dire, sa voix lui paraissant creuse même à ses propres oreilles. « Je n'ai personne. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Maître Emma Johnson se tourna vers elle, la surprise et l'inquiétude clairement visibles sur son visage. « Madame Okafor, peut-être devrions-nous. »« Je n'ai personne, » répéta Grace, plus fort cette fois. Sa voix se brisa légèrement. « Tout ce que maître Nwosu a dit est vrai. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'amis pour témoigner en ma faveur. Je suis seul. » La salle d'audience lui donna l'impression de se refermer sur elle. À travers les hautes fenêtres, elle pouvait voir la silhouette de Port Harcourt. Ces immeubles de verre et d'acier apparus ces dernières années, symboles de la croissance et de la prospérité de la ville, la tour de la Banque mondiale, la Larida, les nouveaux complexes commerciaux. Elle avait contribué à cette croissance. Ces entreprises employaient des centaines de personnes. Elle payait ses impôts. Elle soutenait des fournisseurs locaux. Mais à cet instant précis, rien de tout cela n'avait d'importance. L'avocat de Daniel sourit, sentant la victoire approcher. « Alors, votre honneur, je pense qu'il est clair que… » « Attendez !» Le mot résonna depuis le fond de la salle, tranchant l'air lourd comme un couteau. Tout le monde se retourna. Les lourdes portes en bois s'étaient ouvertes dans un grincement dramatique, et dans l'embrasure se tenait une petite silhouette totalement déplacée dans le cadre solennel de la salle d'audience. C'était une enfant, une fillette d'environ 9 ou 10 ans, bien qu'il fût difficile de le dire tant elle était maigre. Ses vêtements étaient sales, un t-shirt trop grand qui avait sans doute été blanc autrefois, mais qui était désormais d'un brun grisâtre, et un short qui pendait sur son petit corps. Ses pieds étaient chaussés de vieilles sandales en caoutchouc maintenues par du ruban adhésif. Ses cheveux étaient une masse de tresses emmêlées, défaite depuis longtemps, couverte de poussière et de saleté. Elle ressemblait à l'un de ces enfants des rues qui peuplent les zones les plus fréquentées de Port Harcourt. Ceux que l'on voit au grand carrefour, zigzagant entre les voitures la main tendue, ou dormant dans les entrées de magasins le long de Transamadi Industrial Layou après la fermeture. Les enfants que la plupart des gens font semblant de ne pas voir. « J'ai quelque chose à dire », lança la fillette, sa voix frêle mais déterminée. Sa petite poitrine se soulevait à chaque respiration, comme si elle avait couru. « J'ai quelque chose d'important pour le juge. » L'huissier, un homme massif en uniforme de police nommé le sergent Hockey, s'avança immédiatement pour l'arrêter, le dégoût clairement visible sur son visage. « Tu n'as rien à faire ici. C'est une salle d'audience, pas la rue. Sors d'ici avant que j'appelle d'autres agents. » Mais le juge Williams leva la main, les yeux fixés sur la fillette avec un intérêt soudain. Plus précisément, il observait la réaction de Daniel. Et le visage de Daniel était devenu livide. Toute son assurance, toute son arrogance, tout son calme soigneusement maîtrisé s'était évaporé en un instant. Il fixait la fillette comme s'il voyait un fantôme, la bouche entr'ouverte, les mains agrippées au bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. « Laissez-la avancer », dit fermement le juge Williams. Sa voix ne laissait place à aucune contestation. « Je veux entendre ce que cet enfant a à dire. » « Votre honneur »
protesta maître Nuozu en se levant brusquement. C'est hautement irrégulier. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe quel enfant des rues de. Asseyez-vous, maître, coupa froidement le juge Williams. C'est moi qui décide de ce qui est autorisé ou non dans ma salle d'audience. Maintenant, asseyez-vous. À contre-cœur, l'huissier s'écarta, et la fillette s'avança dans l'allée centrale de la salle. Ses sandales en caoutchouc produisaient de légers couinements sur le sol poli. Tous les regards la suivaient. Grace entendait les murmures, la confusion. Certains murmuraient avec dégoût « Regarde comme elle est sale ». D'autres avec curiosité « Que fait une mendiante ici ?» Quelques-uns avec compassion « Cette pauvre enfant ». Grace fixa la fillette, essayant de comprendre. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. Du moins, elle ne le pensait pas. Pourquoi était-elle là? Que pouvait-elle bien avoir à dire sur son affaire? La fillette arriva devant le banc du juge. Elle était si petite que le sommet de sa tête atteignait à peine la barre des témoins. Mais lorsqu'elle parla, sa voix portait une force qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. « Je m'appelle Merci », dit-elle en articulant chaque mot avec soin. « Merci Adami. Je vis dans la rue près de Transamadi. La plupart des gens m'appellent la petite mendiante. Ou bien ils ne m'appellent pas du tout, parce qu'ils font semblant que je n'existe pas. » Le juge Williams se pencha légèrement en avant, son expression s'adoucissant un peu. « Continue, Merci. Que veux-tu dire au tribunal ?» Merci se tourna et pointa directement Daniel du doigt. Son petit doigt tremblait, mais restait ferme. « Cet homme est un menteur. Tout ce qu'il a dit sur cette femme, sur Madame Grace, est un mensonge. Je le sais parce que je l'ai entendu le dire. » La salle d'audience éclata en murmures. Les gens remuèrent sur leurs sièges. Les journalistes au dernier rang se mirent à griffonner frénétiquement. L'avocat de Daniel bondit sur ses pieds. « Votre honneur, c'est absurde. Nous allons prendre au sérieux le témoignage d'une enfant des rues qui ne comprend probablement même pas ce qui se passe ici? C'est clairement un piège. Asseyez-vous, dit le juge Williams d'une voix d'acier. Ou je vous déclare en outrage au tribunal. L'enfant parle. Merci prit une profonde inspiration. Ses petites épaules montèrent et descendirent. Grace voyait qu'elle était terrifiée, mais quelque chose la poussait à continuer malgré tout. Quelque chose de plus fort que la peur. Il y a 2 semaines, poursuivit Merci, ces mots s'enchaînant maintenant rapidement, comme si elle craignait de perdre son courage si elle ne parlait pas vite, j'étais devant le restaurant Golden Terrace, sur Arbor Road. Vous connaissez cet endroit? C'est l'un de ces restaurants chics où vont les riches. Il y a des chaises dehors, sous un patio couvert, et sous le patio, il y a une bouche de chauffage qui souffle de l'air chaud. Quand il fait froid ou qu'il pleut, je m'assois là-bas parce que c'est l'un des rares endroits chauds que je connaisse. Elle s'arrêta un instant pour rassembler ses pensées. Grace remarqua que les mains de la fillette tremblaient. Il pleuvait cette nuit-là. Une vraie pluie, le genre qui inonde les rues et fait déborder les caniveaux. J'étais assise sous le patio, collée contre le mur près de cette bouche d'aération, essayant de rester au sec. Le restaurant était bondé. Beaucoup de gens entraient et sortaient. Personne ne m'a remarqué. Les gens ne me voient jamais vraiment. Je suis comme un meuble pour eux. Comme si je faisais partie de la rue, pas comme une personne. Le cœur de Grace se brisa pour cet enfant, mais elle ne comprenait toujours pas ce que tout cela avait à voir avec son affaire. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, qui semblait sur le point de vomir. Merci pointa de nouveau Daniel, plus fermement cette fois. Cet homme était là, assis à une table dans un coin, et il était avec un autre homme. Elle se tourna et pointa l'avocat de Daniel, maître Shiden Nuozu. Cet homme-là, celui avec le costume cher qui n'arrête pas de parler. Maître Nuozu était devenu pâle à son tour. Toute sa confiance avait disparu. Il ouvrit la bouche pour protester, puis sembla se raviser. « Ils ne m'ont pas vu », reprit Merci. Il y avait des plantes entre la table et le mur, de gros pots avec des feuilles. Je pouvais les voir à travers les feuilles, mais eux ne pouvaient pas me voir, et j'entendais tout ce qu'ils disaient. Le juge Williams se pencha encore davantage en avant, toute son attention fixée sur la fillette. « Que as-tu entendu, Merci ?» Il buvait quelque chose dans de grands verres avec des glaçons. Du vin rouge, je crois, et il riait. Il riait très fort, comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. La voix de Merci se durcit soudain, et elle sembla plus âgée que son âge. L'homme, monsieur Daniel,
a dit que Madame Gress était une cible facile. Il a utilisé exactement ces mots. Une cible facile, parce qu'elle n'avait personne, pas de famille, pas d'amis proches. Il l'a appelée une orpheline avec un gros compte bancaire. Gress eut l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. L'entendre dit à voix haute, dans la voix innocente de cet enfant, rendait la chose encore plus cruelle. La froideur calculée de la trahison de Daniel. Il a dit qu'elle était la cible parfaite, continua Merci, sa voix gagnant en force à chaque mot. Il a dit qu'il allait réduire son entreprise en cendres pour pouvoir prendre sa retraite grâce à tout son travail. Il a dit à l'avocat qu'il avait déjà payé quelqu'un qui s'appelait Peter, quelqu'un qui avait travaillé pour Madame Gress, pour mentir et dire qu'elle avait volé de l'argent à sa propre entreprise. Il a dit qu'il avait de faux relevés bancaires montrant de l'argent envoyé vers des sites de jeux d'argent, mais qu'il les avait fabriqués lui-même sur son ordinateur. Il riait en disant à quel point il était facile de falsifier sa signature. La salle d'audience était devenue totalement silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber. Gress fixait Merci, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. Cet enfant, cette fillette qu'elle n'avait jamais rencontrée, venait de décrire exactement ce que Daniel avait fait. Des choses que Gress avait soupçonnées sans jamais pouvoir les prouver. Daniel se leva brusquement, le visage déformé par la rage et la panique. « C'est de la folie. Votre honneur, vous ne pouvez pas sérieusement envisager le témoignage d'un rat de rue qui... Asseyez-vous. » La voix du juge Williams claqua comme le tonnerre. Toute la salle sembla trembler. Un mot de plus et je vous fais expulser de cette salle menottée. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, monsieur Daniel? Daniel se rassit, mais ses yeux ne quittèrent pas Merci. Si les regards pouvaient tuer, la petite fille aurait été réduite en cendres. Merci plongea la main dans la poche de son short en lambeaux et en sortit un morceau de papier froissé. Il était taché, usé, comme s'il avait été transporté pendant des semaines, mais elle le tenait avec précaution, comme s'il était en or. Quand ils ont fini de manger et de parler, ils sont partis ensemble. Ils étaient pressés, marchaient vite pour rejoindre leur voiture avant que la pluie n'empire, et monsieur Daniel a fait tomber ceci. Ça est tombé de son dossier quand il montait dans la voiture. Il ne l'a pas remarqué parce qu'il pleuvait très fort. Je l'ai ramassé et je l'ai gardé parce que je me suis dit que c'était peut-être important. Peut-être que quelqu'un en aurait besoin. Elle tendit le papier au juge. L'huissier le prit et l'apporta au juge Williams, qui le déplia avec soin et commença à lire. Le silence dans la salle était absolu. Gress observa l'expression du juge changer. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa mâchoire se crispa. Il leva les yeux vers Daniel, puis de nouveau vers le papier, puis vers Merci. Ceci, dit lentement le juge Williams, la voix chargée d'une colère à peine contenue, semble être un calendrier manuscrit de fausses accusations, avec des dates, des noms de personnes à soudoyer ou à contraindre à témoigner faussement, ainsi que des notes concernant la falsification de documents financiers. Il releva la tête vers Daniel, le regard glacé. Et cela semble être de votre écriture, monsieur Daniel. La salle d'audience explosa. Les gens criaient, haletaient, se retournaient pour regarder Daniel et son avocat. Les journalistes à l'arrière prenaient frénétiquement des notes, certains déjà au téléphone avec leur rédacteur. Les huissiers tentaient de rétablir l'ordre, leur voix presque inaudible dans le chaos. Le juge Williams frappa son marteau à plusieurs reprises. Silence. Silence dans cette salle. Daniel resta figé, son visage traversé par une succession d'émotions. Choc, rage, peur, calcul. Son avocat lui murmurait quelque chose avec urgence, mais Daniel n'écoutait pas. Il fixait Merci comme si elle était un démon sorti de l'enfer uniquement pour le détruire. « Toi, » dit Daniel d'une voix tremblante de fureur. « Toi, petite, tu inventes tout ça. Tu es une mendiante, une personne insignifiante, une enfant des rues. Pourquoi quelqu'un croirait-il un seul mot de ce que tu dis? Tu es juste un déchet de la rue qui ne sait même pas lire correctement. Quelqu'un t'a payé pour faire ça. Monsieur Daniel. » Le juge Williams abattit son marteau avec une telle force que le bruit résonna comme un coup de feu. « Vous allez vous maîtriser immédiatement ou je vous ferai expulser menotter. Est-ce clair? » Mais Daniel avait perdu tout contrôle. Des années de manipulation soigneusement orchestrées s'effondraient sous ses yeux. C'est un complot. Quelqu'un l'a payé pour venir ici et mentir. Gress l'a sûrement soudoyé. Ou cet avocat. D'où sort-il, cet avocat? Tout ça est une conspiration contre moi. Sauf que,
répondit froidement le juge Williams en levant le papier, cet enfant a fourni une preuve matérielle qui corrobore son témoignage. Une preuve que vous semblez avoir écrite vous-même. Une preuve qui détaille une conspiration visant à commettre une fraude. Il se tourna vers l'avocat de Daniel. Maître, je vous conseille vivement d'inviter votre client à garder le silence avant d'aggraver encore sa situation. Maître Nwosu se pencha pour murmurer frénétiquement à Daniel, mais il était évident que celui-ci n'écoutait plus la raison. Merci se tenait là, au centre de la salle d'audience, une toute petite fille s'all entourée de personnes en costume coûteux et en tenue formelle, et elle n'avait plus l'air effrayée. Elle regarda Daniel droit dans les yeux, et quand elle parla, sa voix était claire et forte. « Je sais très bien lire, dit-elle. Ma mère me l'a appris avant de mourir. Elle était enseignante avant que tout aille mal, et je me souviens de tout ce que vous avez dit cette nuit-là parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un parler d'une autre personne comme vous avez parlé de Madame Gress. Vous ne faisiez pas que prévoir de la voler. Vous preniez du plaisir à le faire. Vous riez à l'idée de détruire toute la vie de quelqu'un comme si c'était un jeu. Comme si elle n'était même pas humaine à vos yeux. » Le juge Williams hocha la tête en direction de Merci, son expression désormais plus douce. « Merci, jeune fille. Vous avez fait preuve d'un courage remarquable aujourd'hui. Veuillez vous asseoir pendant que je consulte les deux parties. » Il frappa son marteau. La séance est levée pour 2 heures. Huissier, conduisez Monsieur Daniel dans une salle de détention. Il ne doit pas quitter ce bâtiment ni communiquer avec qui que ce soit à l'extérieur. Avocat des deux parties, dans mon bureau immédiatement. Alors que la salle commençait à se vider, Gress resta figée sur son siège. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer, n'arrivait pas à l'assimiler. Une enfant des rues, une fillette qu'elle ne connaissait même pas, venait peut-être de sauver toute sa vie. On demanda à Merci de s'asseoir sur un banc près de l'avant de la salle, à l'écart du chaos. Gress se leva lentement, les jambes tremblantes, et s'approcha d'elle. « Merci, » dit doucement Gress en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne me connaissais pas. Tu as pris un énorme risque en venant ici. Cet homme, Daniel, est dangereux. Il aurait pu te faire du mal. Pourquoi m'aider? » Merci ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Gress avec des yeux chargés d'une sagesse bien trop grande pour une enfant de 10 ans. Finalement, elle parla. « Je te connaissais. Tu ne te souvenais tout simplement pas de moi. » Gress fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. « Quand ça? Je ne me souviens pas. L'année dernière, » interrompit Merci doucement. « En décembre. C'était une de ces nuits froides où le vent de l'harmattan souffle du nord, et même à Port-Harcourt il fait assez froid pour que l'on voie sa propre respiration. J'étais dehors, devant ton immeuble de bureau sur Equarrier Road. Tu travaillais tard. Je voyais que les lumières étaient encore allumées dans ton bureau, au 3e étage. Vers 20 heures, tu es sorti. » Gress écoutait, essayant de se rappeler. Elle travaillait tard si souvent qu'il lui était difficile de se souvenir d'une nuit précise. Tu portais un magnifique pagne bleu avec des motifs dorés, continua Merci. Du tissu Georges, très cher, et tu avais une écharpe épaisse, une vraie écharpe en laine, pas une de ces écharpes bon marché en acrylique du marché. J'étais assise contre le mur près de l'entrée, en train de grelotter. J'avais tellement froid que je n'arrivais pas à empêcher mes dents de claquer. Mes mains étaient engourdies. Quelque chose vacilla dans la mémoire de Gress. Une nuit froide. Une enfant près de son immeuble. Tu m'as vu, dit Merci, la voix désormais très douce. La plupart des gens ne me voient pas. Ils regardent à travers moi comme si je n'étais pas vraiment là, comme si j'étais invisible. Mais toi, tu t'es arrêté. Tu es resté là un moment. Et j'ai pensé que peut-être tu allais me dire de partir ou appeler la sécurité pour me chasser, comme le font les autres gestionnaires d'immeubles. Gress sentit les larmes lui monter aux yeux, car maintenant elle se souvenait. Elle se souvenait parfaitement. Mais tu n'as pas fait ça, continua Merci. Tu es venu vers moi et tu n'as pas seulement mis de l'argent dans ma tasse. Tu l'as fait aussi, bien sûr. Tu as mis 300 Nera, ce qui était plus que ce que j'avais gagné de toute la journée. Mais ensuite, tu as fait autre chose. Quelque chose que personne ne fait jamais. Merci toucha le col effiloché de sa chemise, comme si elle se rappelait quelque chose de précieux. Tu as enlevé ta propre écharpe. Cette belle écharpe en laine, chaude et chère, qui coûtait probablement plus que tout ce que je possède. Et tu l'as enroulée autour de mon cou et de mes épaules. Tu l'as bien ajustée pour que le froid ne passe pas.
Tes mains étaient chaudes. Je m'en souviens. C'étaient les premières choses chaudes que je sentais de toute la journée. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Grace, brûlantes et abondantes. Et puis tu as dit, la voix de Merci se brisa légèrement. Tu as dit, tu ne devrais pas avoir froid. Aucun enfant ne devrait avoir froid. Tu ne l'as pas dit fort, ni en faisant une scène. Tu l'as dit doucement, comme si tu te parlais à toi-même, comme si ça te rendait triste que j'ai froid. Grace se souvenait maintenant. Elle se souvenait si clairement que ça faisait mal. Elle quittait son bureau après une journée de 16 heures, épuisée et stressée à l'idée de devoir payer les salaires la semaine suivante. L'entreprise traversait une période difficile. Un client important avait retardé un paiement et elle jonglait avec les dépenses. Elle avait vu la petite fille grelotter, et quelque chose en elle n'avait pas pu passer son chemin sans agir. Mais ce n'est même pas la partie la plus importante, dit Merci. Et maintenant, des larmes coulaient sur ses joues sales, traçant des sillons propres dans la poussière. Tu m'as regardé, vraiment regardé, comme si tu voyais une personne, pas seulement un problème ou une mendiante ou quelque chose qui inspire de la culpabilité. Tu m'as demandé mon nom. Personne ne me demande jamais mon nom. Tu m'as demandé si j'avais faim et tu m'as donné de l'argent pour acheter à manger. Tu m'as dit de rester en sécurité. Tu m'as traité comme si j'avais de la valeur. Elle s'essuya le nez avec sa manche. Tu sais à quel point c'est rare? Tu sais combien de personnes passent devant moi chaque jour sans même me voir comme un être humain? Des centaines, peut-être des milliers. Mais toi, tu m'as vu. Tu m'as vu et tu t'es soucié de moi. Grace tendit la main et prit la petite main rugueuse de Merci dans la sienne. Je me souviens, murmura-t-elle. Je me souviens de toi. Moi, je ne t'ai jamais oublié, dit Merci. J'ai gardé cette écharpe pendant 2 mois jusqu'à ce que quelqu'un me la vole pendant que je dormais sous le pont près de Mile 3. Mais je n'avais pas besoin de l'écharpe pour me souvenir. Je me souvenais de ton visage. Je me souvenais du nom sur ton immeuble, Oakshaford Beauty Works. Je me souvenais que, dans toute cette ville, quelqu'un m'avait regardé et avait vu une personne. Elle serra la main de Grace avec une force surprenante. Alors, quand je t'ai vu dans le journal il y a quelques semaines, quand ils ont parlé de ton divorce et de la façon dont ton mari essayait de te prendre ton entreprise, je t'ai reconnu immédiatement. J'ai découpé l'article et je l'ai gardé. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur ton affaire. J'utilisais le Wi-Fi gratuit de la bibliothèque pour chercher en ligne. La bibliothèque te laisse entrer? Demanda Grace, surprise. Merci secoua la tête. Pas à l'intérieur, mais le Wi-Fi arrive jusqu'à dehors. Alors je m'assois sur les marches avec mon téléphone. Ce téléphone-ci. Elle sortit de nouveau l'appareil cabossé. Quelqu'un me l'a donné quand je l'ai aidé à porter ses courses jusqu'à sa voiture. Il est vieux et l'écran est fissuré, mais il marche. Et quand tu as vu Daniel au restaurant? Demanda Grace. C'était il y a 2 semaines. J'étais là parce que je sais que le gérant du restaurant me laisse m'asseoir près de la bouche d'aération quand il fait froid ou qu'il pleut. Il ne me chasse pas comme ailleurs. Et cette nuit-là, quand j'ai entendu ces hommes parler, la mâchoire de Merci se crispa, pleine de détermination. J'ai su que je devais faire quelque chose. Ils parlaient de te détruire, de prendre tout ce que tu avais construit. Et j'ai repensé à la façon dont tu m'avais donné ton écharpe, à la façon dont tu m'avais traité comme une personne. Et j'ai décidé que ça n'arriverait pas. Pas si je pouvais l'empêcher. Grace n'y tint plus. Elle se mit à pleurer. Pas des larmes discrètes et dignes d'une femme d'affaires accomplie, mais des sanglots profonds et secouants de quelqu'un qui portait trop de poids depuis trop longtemps et qui avait enfin la permission de s'effondrer. Elle serra Merci dans ses bras. Cette toute petite fille qui sentait la rue, avec de la saleté sous les ongles, et elle la tint comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce qu'à cet instant, elle l'était. Il avait tort, dit Grace quand elle put enfin parler. Daniel avait tellement tort. Il disait que je n'avais personne. Il pensait que ça me rendait faible, que j'étais une cible facile. Mais j'avais quelqu'un. Je t'avais toi. Et tu vaux 1000 fois plus que lui. Elles restèrent assises là ensemble pendant que la salle d'audience se vidait lentement. L'après-midi avançait, tandis que Port Harcourt continuait autour d'elle sa vie agitée et indifférente. Les 2 heures suivantes furent floues. Le juge Williams avait convoqué les 2 équipes juridiques dans son bureau, une pièce tapissée de livres qui sentait le cuir ancien et le tabac à pipe. Grace n'y fut pas admise, mais plus tard, l'avocate Emma Johnson lui raconta ce qui s'était passé. Le juge Williams était furieux,
dit Emma, les mains encore légèrement tremblantes après la rencontre. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a posé le document sur son bureau, le papier que Mercy a trouvé et a exigé des explications. Barrister Wosu a tenté de dire qu'il était irrecevable, qu'il n'y avait aucune preuve que Daniel l'ait écrit, que Mercy aurait pu le fabriquer elle-même. Et qu'a dit le juge? Demanda Grace. Il a pris le document et l'a comparé aux signatures sur la requête de divorce signée par Daniel. L'écriture correspondait parfaitement. Puis il a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Il a appelé un greffier du tribunal qui avait travaillé avec Daniel dans son ancienne entreprise. Le greffier a confirmé que c'était bien l'écriture de Daniel. Il l'a reconnu à la façon dont Daniel écrit ses D, et à la manière dont il met les points sur ses I. Grace ferma les yeux, soulagée. Donc c'est réel. Les preuves sont solides. Plus que solides. Amécha a dit que ce morceau de papier est accablant. Il liste des dates, des noms, des montants d'argent payés pour de faux témoignages. Il y a une note concernant Peter Hobby, ton comptable, et la somme qu'il a reçue pour détourner de l'argent de ton entreprise et prétendre que tu l'avais autorisé. Il y a aussi une mention du chef Tindbakkar et des plans pour fusionner ton entreprise de logistique avec la sienne une fois le divorce finalisé. Tout y est. Que se passe-t-il maintenant? Amécha prit une profonde inspiration. Le juge Williams a ordonné le gel total de tous les avoirs, les tiens et ceux de Daniel. Rien ne peut être vendu, transféré ou hypothéqué tant que l'affaire n'est pas réglée. Il a également transmis le dossier à la Commission des crimes économiques et financiers pour une enquête pénale. Daniel pourrait faire face à de lourdes charges. Complot en vue de commettre une fraude, faux et usage de faux, tentative de vol par tromperie. Grace eut l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des mois. Et mes entreprises sont en sécurité pour l'instant. Le juge a été très clair. Tant que la culpabilité n'est pas prouvée, tu conserves le contrôle total d'Okshafor Beauty Works et de toutes les propriétés associées. Daniel a reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec toi, tes employés ou toute activité liée à la gestion de tes entreprises. Lorsque l'audience reprit, l'expression du juge Williams était sévère. Après avoir examiné les preuves présentées aujourd'hui, annonça-t-il d'une voix qui porta à travers la salle d'audience bondée, j'ordonne la suspension immédiate de cette procédure de divorce en attendant une enquête complète sur les accusations de fraude et de complot. Monsieur Daniel Okafor, il vous est ordonné de remettre immédiatement votre passeport et de rester sur le territoire de l'État de Rivers. Il vous est interdit de contacter votre épouse, d'accéder à l'un quelconque de ses comptes professionnels, et de vendre ou de transférer tout bien détenu conjointement. Daniel resta raide sur sa chaise, le visage livide. En outre, poursuivit le juge Williams, je transmets cette affaire à la Commission des crimes économiques et financiers avec recommandation d'une enquête immédiate. Les éléments de preuve suggèrent une fraude systématique, un complot en vue de commettre un vol, ainsi qu'une subornation de témoins. Il saisit son maillet. Madame Grace Okafor, tous les biens et entreprises enregistrés à votre nom sont confirmés comme étant votre propriété exclusive, dans l'attente de l'issue de cette enquête. Toute revendication de Monsieur Daniel Okafor est suspendue jusqu'à la résolution des poursuites pénales. Il fixa Daniel droit dans les yeux, le regard glacial. Monsieur Daniel, vous devriez retenir les services d'un avocat pénaliste. Ce tribunal se réunira de nouveau dans 60 jours pour examiner l'état d'avancement de l'enquête de l'EFCC. D'ici là, vous êtes tenu de respecter toutes les conditions que j'ai énoncées. Toute violation de l'une d'elles entraînera une arrestation immédiate. Le maillet s'abattit avec un claquement sec. L'audience est levée. La salle d'audience explosa dans le chaos. Les journalistes se précipitèrent vers les sorties, appelant déjà leur rédaction. Les spectateurs se levèrent, parlant avec animation. Les agents de sécurité se déplacèrent pour s'assurer que Daniel ne tente pas de s'approcher de Grace ou de Mercy. Mais avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Daniel se jeta vers Mercy, le visage déformé par la rage. L'inspecteur Ibrahim Musa, qui était assis calmement dans la galerie et observait la procédure, se déplaça avec une rapidité surprenante. Il intercepta Daniel et lui barra physiquement le passage. « Ça suffit, monsieur Daniel », dit l'inspecteur Musa d'une voix calme mais ferme. « Je vous suggère de quitter les lieux tranquillement avant que je ne vous arrête pour menace à l'encontre d'un témoin mineur. »« Qui êtes-vous » cracha Daniel. « Inspecteur Ibrahim Musa, CID de l'État. Et j'ai été chargé d'enquêter sur votre affaire. » Il sortit son badge. « Alors,
S'il vous plaît, facilitez-moi la tâche et faites quelque chose de stupide tout de suite. Un instant, on crut que Daniel allait réellement frapper, mais Baristé Wosu lui attrapa le bras et l'entraîna en arrière en lui murmurant avec urgence. Alors qu'il se retirait, Daniel se retourna une dernière fois. Ce n'est pas fini, Grace. Tu crois avoir gagné, mais tu n'as aucune idée du nombre d'amis que j'ai. Le chef Baccar ne laissera pas passer ça. Tu es fini. Ça ressemble à une menace, déclara l'inspecteur Musa à haute voix. Voulez-vous la répéter pour mon appareil d'enregistrement, monsieur Daniel? L'avocat de Daniel le traîna pratiquement hors de la salle d'audience. L'inspecteur Musa se tourna vers Grace en lui tendant la main. Madame Okafor, je ne pense pas que nous nous soyons officiellement rencontrés. Je suivais votre affaire. C'était un développement assez remarquable. Grace lui serra la main, encore sous le choc. Inspecteur, depuis combien de temps observez-vous? Depuis le début. Le nom du chef Tindbacar est apparu dans plusieurs de nos enquêtes au fil des ans, mais nous n'avons jamais réussi à faire tenir des charges contre lui. Il est très habile pour garder les mains propres. Mais s'il est impliqué dans ce stratagème avec votre mari, Musa esquissa un sourire sombre. Eh bien, nous pourrions enfin tenir notre chance. Vous croyez merci? Demanda Grace. Chaque mot. Les enfants comme elles voient des choses que les adultes ne remarquent pas. Ils sont invisibles pour des gens comme votre mari et le chef Baccar, ce qui en fait des témoins parfaits. Il regarda Merci, qui restait tout près de Grace. Jeune fille, vous venez peut-être de nous aider à faire tomber l'un des hommes d'affaires les plus corrompus de Port-Harcourt. Merci ne sourit pas. Monsieur Daniel ira en prison? Si nous pouvons prouver ce que je pense pouvoir prouver, oui. Il ira en prison pour très longtemps. L'inspecteur Musa sortit une carte de visite et la tendit à Grace. Madame Okafor, j'aurai besoin que vous veniez au poste demain pour faire une déclaration officielle et apporter tous les documents que vous possédez. Dossier d'emploi, état financier, communication avec votre mari, absolument tout. J'y serai, promis Grace. Lorsque l'inspecteur Musa s'éloigna, Grace se tourna et vit Merci lever vers elle un regard incertain. Madame Grace, dit Merci doucement, je devrais partir maintenant. Je ne veux pas vous causer plus de problèmes. Partir où? Demanda Grace. Là où je dors habituellement. Derrière les boutiques sur Transamadi, ou peut-être près du pont. Le cœur de Grace se serra. Merci, tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? La fillette secoua la tête. Pas vraiment, mais je me débrouille. Je me débrouille depuis 3 ans, depuis la mort de ma mère. 3 ans? Murmura Grace. Tu vis dans la rue toute seule depuis que tu as 7 ans. J'ai en fait 10 ans, presque 11. Je sais que je parais plus jeune. C'est parce que je ne mange pas assez. Sœur Ruth, de l'orphelinat Sainte-Marie, dit que je suis mal nourrie, mais je me débrouille. Sœur Ruth, qui est-ce? Elle dirige un orphelinat sur Olu-Obasanjo-Road. Parfois j'y vais quand ça va vraiment mal et elle me laisse rester une nuit ou 2. Elle me donne à manger et me laisse me laver, mais ils sont surchargés, alors je ne peux pas rester définitivement. Elle essaie d'aider, mais il y a trop d'enfants et pas assez de place. Grace sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une décision se forma, aussi naturelle que respirée. Merci, aimerais-tu venir vivre chez moi? La fillette la regarda, les yeux écarquillés d'incrédulité. Vivre chez vous? J'ai une grande maison à Olgera, bien trop grande pour une seule personne. J'ai des chambres d'amis que personne n'utilise jamais. J'ai de la nourriture et de l'eau chaude. La voix de Grace se brisa légèrement. J'ai beaucoup de choses, mais je n'ai pas ce qui compte le plus. Je n'ai pas de famille. Mais peut-être que nous pourrions changer ça pour nous deux. Les lèvres de Merci tremblèrent. Vous voulez dire que je vivrai vraiment avec vous? Pas seulement pour une nuit? Je veux dire, répondit Grace avec précaution en s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette, que je veux parler avec toi de ce que tu veux. Je veux t'aider comme j'aurais dû t'aider cette première nuit, mais que je n'ai pas fait. Si tu veux un foyer, une chance d'avoir une vraie vie, et quelqu'un qui se battra pour toi comme tu t'es battu pour moi aujourd'hui, alors oui, je veux que tu viennes vivre avec moi. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Merci. Et l'école? Je n'y suis pas allé depuis la mort de ma mère, il y a 3 ans. Alors nous te remettrons à l'école, dit Grace aussitôt. Une bonne école, avec uniforme, livres, tout ce dont tu as besoin. Ça te plairait? Oui, murmura Merci, puis plus fort.
Oui. Oui, ça me plairait tellement. Grace sourit, vraiment sourit pour la première fois depuis des mois. Alors rentrons à la maison. Nous passerons par Choprit en chemin pour t'acheter de nouveaux vêtements. Et de la nourriture. Quel est ton plat préféré? Le riz jollof, répondit Merci immédiatement, puis elle sembla gênée. Le vrai, avec du poulet, du dodo et de la salade. Je ne l'ai mangé que quelques fois, mais c'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Alors c'est ce que nous mangerons ce soir, dit Grace en se levant et en lui tendant la main. Le meilleur riz jollof que je puisse préparer, avec du poulet, des plantains, de la salade de choux, tout. Marché conclu. Merci prit sa main, et ensemble elles se dirigèrent vers la sortie du tribunal. Mais avant qu'elles ne puissent partir, une voix les appela. Madame Okafor. Madame Grace. Elles se retournèrent et virent une femme se frayer un chemin à travers la foule clairsemée. Elle était d'âge moyen, vêtue d'un simple uniforme d'infirmière. Son visage était familier, mais Grace n'arrivait pas à se souvenir d'où. Rose? Dit Grace avec hésitation. Rose n'en dit. La femme hocha la tête, légèrement essoufflée. Oui, madame. J'essaie de vous joindre depuis des semaines, depuis que j'ai entendu parler de l'affaire au tribunal. J'ai des informations sur Daniel et le chef Baccar. Des choses que je ne pouvais pas dire avant parce que j'avais peur. Le cœur de Grace s'accéléra. Quel genre d'informations? Rose jeta un regard nerveux autour d'elle, vers les quelques personnes encore présentes dans le palais de justice. Pas ici. Trop d'oreilles. Mais vous devez savoir une chose. Daniel n'agissait pas seul. Il y a d'autres personnes impliquées. Des personnes à l'intérieur même de vos entreprises. Des personnes qui l'ont aidé. Avant que Grace ne puisse répondre, Merci tira doucement sur sa manche. Dit la fillette à voix basse, avec urgence. Cet homme là-bas. Il était aussi au restaurant cette nuit-là. Je l'ai vu avec monsieur Daniel et le chef Baccar. Elle désigna un homme debout près d'un jeep noir sur le parking du tribunal. Il les observait attentivement, un téléphone collé à l'oreille. Même à cette distance, Grace pouvait voir qu'il était bien habillé, d'allure professionnelle. Rose suivit le regard de Merci et son visage pâlit. C'est Peter Hobby. Il travaille comme votre comptable, n'est-ce pas? Grace sentit un froid glacial lui envahir les veines. Oui, il est avec moi depuis 3 ans. Il gère tous mes dossiers financiers, mes comptes bancaires, Elle s'arrêta net, les implications la frappant de plein fouet. Mon Dieu! S'il travaille avec Daniel, alors il sabote mon entreprise de l'intérieur. Exactement, conclut Rose d'une voix sombre. Madame Grace, nous devons bouger maintenant. Si Peter sait que vous savez, il va commencer à détruire les preuves. Elles se précipitèrent vers la voiture de Grace, une Toyota Camry argentée garée sur le parking du tribunal. Grace la déverrouilla rapidement, les mains tremblantes tandis qu'elle luttait avec les clés. Merci monta à l'arrière, et Rose s'installa sur le siège passager avant. Au moment où Grace démarrait le moteur, elle vit Peter Hobby toujours au téléphone, en train de les observer. Dès que la voiture se mit en mouvement, il se dirigea rapidement vers son jeep. Il nous suit, dit Merci en regardant par la vitre arrière. La bouche de Grace s'assécha. Qu'est-ce que je fais? Allez au poste de police, répondit Rose. L'inspecteur Musa a dit qu'il enquêtait. On y va maintenant. Grace quitta le parking et s'engagea sur Azikiu Road, en direction du siège du site de l'État. La circulation s'intensifiait. Il était maintenant tard dans l'après-midi et l'heure de pointe notoire de Port-Harcourt commençait. Les voitures klaxonnaient. Des conducteurs d'Okada zigzaguaient dangereusement entre les voies, et des vendeurs ambulants se faufilaient entre les véhicules à l'arrêt, vendant de tout, des recharges téléphoniques aux plantains grillés. Le jeep noir restait derrière elle, maintenant une distance constante. Il nous suit clairement, dit Rose en regardant dans le rétroviseur latéral. Les mains de Grace se crispèrent sur le volant. Elle réfléchit fébrilement. Le siège du CID se trouvait sur Olu-Obasanjo Road, à environ 20 minutes sans embouteillage, mais dans ce chaos, cela pouvait prendre 1 heure. Il y a trop de circulation, dit Grace. Il va nous rattraper si on s'arrête. Alors ne vous arrêtez pas, dit Merci depuis l'arrière. Prenez le raccourci. Quel raccourci? À travers le marché près de Mile 3. Je connais tous les raccourcis de Port-Harcourt. Quand on vit dans la rue, on apprend les chemins les plus rapides pour aller partout.
Grace la regarda dans le rétroviseur. Tu peux vraiment nous guider? Merci hocha la tête. Tournez à gauche au prochain carrefour, après la station Total. Grace tourna, les pneus crissant légèrement. Le Jeep noir suivit. Elle quittait maintenant les grandes artères pour des rues plus étroites, bordées de boutiques et de petits commerces. Ici, dis merci. Prenez cette route, puis la première à gauche. Elles s'enfoncèrent dans un dédale de rues que Grace n'avait jamais emprunté. Merci donnait les directions avec assurance. Tout droit, maintenant à droite. Attention au nid de poule, à gauche au niveau de la cour avec le portail bleu. Le Jeep noir était toujours derrière elle, mais Grace remarqua qu'il avait plus de mal à manœuvrer dans ces rues étroites et bondées. Tournez à droite là-bas, dis merci. Il y a un raccourci à travers le marché. Il faut rouler lentement parce qu'il y a du monde, mais ça débouche près d'Olu-au-Basanjo-Road. Grace s'engagea dans ce qui ressemblait à une allée de marché à peine assez large pour sa voiture. Des commerçants vendaient des légumes, du poisson, des vêtements, de l'électronique. Les gens s'écartaient à l'approche de la voiture, certains en jurant, d'autres se contentant de bouger calmement, comme si des voitures passaient ici tous les jours. Continuez, encouragea Merci. Ne vous arrêtez pas. Grace avança lentement, le cœur battant à tout rompre. Dans son rétroviseur, elle vit le Jeep noir s'arrêter à l'entrée de l'allée du marché. Il était plus large que sa Camry et ne pouvait pas passer. On l'a semé, dit Rose, la voix remplie de soulagement. Elles débouchèrent du marché sur une grande route. Grace la reconnut aussitôt. On est bien près d'Olu-au-Basanjo-Road. Là, dit Merci en pointant du doigt. C'est le bâtiment du CID, celui avec la clôture et les véhicules de police devant. Grace s'arrêta devant le portail, où un agent de sécurité s'avança. Elle baissa la vitre. « S'il vous plaît, j'ai besoin de voir l'inspecteur Ibrahim Musa. C'est urgent. Dites-lui que c'est Grace Okafor. » L'agent parut sceptique, puis il vit Rose et Merci dans la voiture, toutes deux visiblement effrayées, et son expression s'adoucit. « Attendez ici. » Il parla dans sa radio. Une minute plus tard, le portail s'ouvrit et l'inspecteur Musa sortit lui-même. « Madame Okafor, que se passe-t-il » Grace expliqua rapidement pour Peter Obi, le tribunal, la filature. L'expression de l'inspecteur Musa s'assombrit. « Sortez de la voiture et entrez. Je vais faire garer votre véhicule dans le parking sécurisé. Vous serez en sécurité ici. » Alors qu'elles entraient en hâte dans le bâtiment du CID, Grace jeta un regard en arrière et vit le Jeep noir passer lentement. Peter Obi était visible au volant. Il ne s'arrêta pas, mais Grace le vit fixer directement le bâtiment. Il savait où elle se trouvait, et cela rendait tout plus réel et plus terrifiant. Le siège du département des enquêtes criminelles n'était pas ce que Grace avait imaginé. Elle s'attendait à quelque chose de moderne et efficace, comme les commissariats vus dans les films américains. À la place, c'était un ensemble de bâtiments vieillissants, à la peinture écaillée, avec des couloirs étroits qui sentaient le vieux papier et la cire pour sol, et des bureaux encombrés de tables métalliques semblant dater des années 1970. Mais le bureau personnel de l'inspecteur Musa était étonnamment bien organisé. Les dossiers étaient soigneusement empilés. Une carte de l'État de Rivers couvrait un mur, avec différents lieux marqués par des épingles de couleur. Une étagère contenait des manuels de police, des ouvrages de droit et ce qui semblait être des dossiers d'affaires. Il leur fit signe de s'asseoir. Grace et Merci prirent place sur un petit canapé, Rose sur une chaise près du bureau. « Maintenant, » dit l'inspecteur Musa en sortant un carnet, « racontez-moi tout. Commencez depuis le début. » Pendant l'heure suivante, elles parlèrent. Rose expliqua les irrégularités financières qu'elle avait découvertes lorsqu'elle travaillait à l'hôtel de Grace à GRA. Comment de l'argent disparaissait des comptes. Comment elle l'avait signalé à Peter Obi, le comptable, et comment il lui avait répondu qu'elle se trompait. Comment elle avait été licenciée peu après. J'ai gardé des copies, dit Rose en sortant un dossier de son sac. Il était rempli de relevés bancaires photocopiés, de reçus de transfert et de notes manuscrites. Peter siphonnait de l'argent, pas seulement des comptes de l'hôtel, mais aussi de la société de logistique. Il envoyait l'argent vers des comptes offshore. L'inspecteur Musa examina les documents attentivement. Ces comptes, savez-vous à qui ils appartiennent? Certains sont enregistrés au nom de sociétés écrans, mais j'ai fait des recherches. Si vous remontez la chaîne de propriété à travers les documents d'entreprise,
Rose sortit une autre feuille. Il mène à des sociétés contrôlées par le chef Tindbakkar. Les yeux de l'inspecteur Musa s'illuminèrent. Voilà qui est intéressant. Très intéressant, en effet. Merci prit alors la parole, sa petite voix claire. Dans le bureau du restaurant, quand M. Daniel et le chef Bakkar parlaient, ils ont mentionné le nom de Peter. Ils ont dit que Peter était leur homme à l'intérieur. Qu'il s'assurait que Madame Gress ne sache pas ce qui se passait vraiment avec son argent. L'inspecteur Musa se pencha en avant. Merci, j'ai besoin que tu me racontes tout ce dont tu te souviens de cette conversation. Chaque détail, même s'il te semble insignifiant. Merci ferma les yeux, cherchant clairement dans sa mémoire. Ils ont parlé du timing. Le chef Bakkar a dit qu'il devait agir vite parce que Madame Gress commençait à se méfier. Elle posait des questions sur de l'argent manquant. Peter lui avait dit que ce n'était que des erreurs comptables, mais elle insistait pour faire un audit. Gress hocha la tête. C'est vrai. Il y a environ 2 mois, j'ai remarqué des écarts dans nos états financiers trimestriels. Peter n'arrêtait pas de me dire que ce n'était rien, juste des factures mal enregistrées. Mais quelque chose me paraissait faux. Quoi d'autre? Demanda doucement l'inspecteur Musa. Ils ont parlé d'une femme, quelqu'un au service du cadastre. Le chef Bakkar l'appelait Hélène et disait qu'elle était nerveuse, mais qu'elle ferait ce qu'il fallait si le prix était bon. Il a dit qu'elle s'assurerait que tous les transferts de propriété passent sans attirer l'attention. L'inspecteur Musa se renversa sur son siège, un sourire sombre aux lèvres. Hélène Chuku, elle travaille au bureau du cadastre sur Higuero Road. Nous la soupçonnons de toucher des pots de vin depuis des années, mais nous n'avons jamais pu le prouver. Cela pourrait être notre chance. Il passa plusieurs coups de fil, parlant d'une voix basse et urgente. Lorsqu'il eut terminé, il se tourna vers eux. Voici ce qui va se passer, dit-il. J'ouvre une enquête complète contre Daniel Okafor, le chef Tindbakkar, Peter Obi et Hélène Chuku. Il s'agit désormais officiellement d'une affaire de complot en vue de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Madame Okafor, j'aurai besoin d'accéder à tous vos dossiers commerciaux, absolument tout. Vous les aurez, répondit immédiatement Gress. Tout ce dont vous aurez besoin. Rose, j'aurai besoin de votre témoignage officiel. Vous êtes un témoin clé. Rose hocha la tête nerveusement. Serais-je en sécurité? Ce sont des hommes puissants. S'ils apprennent que je parle à la police, je mettrai une protection en place, la rassura l'inspecteur Musa. Puis il se tourna vers la jeune fille. Et merci. Tu es le témoin le plus important que nous ayons. Cet enregistrement sur ton téléphone pourrait être la preuve qui les fera tous tomber. J'ai l'enregistrement, dit Merci en sortant son téléphone abîmé. Il est toujours là. Je ne l'ai pas supprimé. L'inspecteur Musa prit le téléphone avec précaution, comme s'il était en verre. Je vais demander à notre unité technique de le télécharger et d'en faire des copies certifiées. Le téléphone te sera rendu, mais nous devrons le garder comme pièce à conviction pour le moment. Est-ce que ça te va? Merci hésita, serrant le téléphone contre elle. Gress comprit. Ce téléphone était sans doute l'objet le plus précieux que possédait la fillette. Merci, dit doucement Gress, il est en sécurité avec l'inspecteur. Et si besoin, nous pourrons en acheter un autre. Un meilleur. Merci le tendit lentement. L'inspecteur Musa le plaça dans un sachet scellé. Merci. Tu as fait ce qu'il fallait. Il se leva. Maintenant, pour votre sécurité, je vais organiser un hébergement sécurisé pour vous tous cette nuit. Il y a une maison d'hôtes que nous utilisons pour la protection des témoins. Rien de luxueux, mais propre et sûr. Des policiers armés seront postés à l'extérieur. Vous resterez là-bas jusqu'à ce que nous puissions évaluer le niveau de menace. Je dois aller à mon entreprise, protesta Gress. J'ai des réunions. Des employés dépendent de moi. Madame Okafor, dit fermement l'inspecteur Musa, Daniel vous a menacé publiquement au tribunal. Le chef Bakkari est un homme qui dispose de ressources considérables et de peu de scrupules. Peter Obi sait que vous avez découvert la vérité. Jusqu'aux arrestations, vous êtes en danger. Laissez-nous faire notre travail et vous protéger. Gress voulut protester, mais en voyant le visage inquiet de Merci, elle comprit que l'inspecteur avait raison. Elle n'était plus responsable seulement d'elle-même. D'accord, accepta-t-elle. Nous resterons là où vous pensez que c'est le plus sûr. La maison d'hôte se trouvait dans un quartier calme de Rumuokuro,
loin des zones commerciales animées de Port Harcourt. C'était un simple appartement de 2 chambres, avec des meubles basiques, une petite cuisine et des barreaux aux fenêtres. 2 policiers montaient la garde à l'extérieur, tandis qu'un autre patrouillait le périmètre. La première nuit fut étrange. Grace était habituée à sa grande maison de l'ancien GRA, 5 chambres, sol en marbre, piscine. Cet appartement lui paraissait étouffant. Mais Merci, elle, semblait émerveillée par tout. « Il y a de l'eau chaude dans la douche !» s'exclama-t-elle en sortant de la salle de bain, les cheveux humides. Sœur Ruth de l'orphelinat avait apporté des vêtements pour elle, simples mais propres. « Tu peux prendre autant de douches chaudes que tu veux », dit Grace en souriant malgré la fatigue de la journée. « Et il y a de la nourriture dans la cuisine. De la vraie nourriture, pas juste du pain ou des nouilles instantanées. Demain, on ira faire des courses correctement. Tu prendras tout ce dont tu as besoin. » Puis elle désigna la petite table où elle avait disposé du riz jollof et du poulet commandé dans un restaurant voisin. « Mais d'abord, mangeons. Tu dois mourir de faim. » Elles mangèrent en silence. Grace observa Merci dévorer le repas avec l'efficacité de quelqu'un qui avait connu la vraie faim. « Merci, dit Grace après un moment, parle-moi de ta mère. Si tu veux, tu n'es pas obligé. » Merci posa sa fourchette. Elle s'appelait Angela. Angela a dit. Elle était institutrice dans une école primaire à Rumua. Elle enseignait l'anglais et l'éducation civique. Que lui est-il arrivé? Elle est tombée malade. D'abord de la fatigue, puis des maux de tête. Ensuite, elle oubliait des choses. Les médecins ont dit que c'était une tumeur au cerveau. Quand ils l'ont découverte, il était trop tard. Elle est morte il y a 3 ans, quand j'avais 7 ans. Et ton père? Merci haussa les épaules. Je ne l'ai jamais connu. Ma mère disait qu'il était parti avant ma naissance. On n'était que toutes les 2. Et le reste de la famille? Les parents de ma mère sont morts quand elle était jeune. Elle avait une sœur, mais elle ne se parlait plus depuis des années. Une dispute familiale que je n'ai jamais comprise. Après la mort de ma mère, j'ai essayé de retrouver cette sœur, mais personne ne savait où elle était. Peut-être à Lagos, peut-être à l'étranger. Donc tu as été seule pendant 3 ans, murmura Grace. Pas complètement. Sœur Ruth à l'orphelinat a été gentille. Et il y a d'autres enfants des rues. On s'entraide parfois. Il y a un garçon, David. Il a environ 12 ans. Il vit dans la rue depuis ses 6 ans. Il m'a appris quelles zones sont sûres, quels policiers éviter, où trouver de la nourriture. Le cœur de Grace se serra. Merci, je te promets que tu n'auras plus jamais à vivre comme ça. Plus tard dans la nuit, après que Merci se fut endormie, Grace resta dans le salon avec Rose, qui avait accepté de rester pour des raisons de sécurité. Cette fille est spéciale, dit Rose doucement. La façon dont elle s'est levée au tribunal aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça à son âge. Même maintenant. Elle m'a sauvé la vie, dit simplement Grace. Tout ce que j'ai construit, tout ce pour quoi j'ai travaillé aurait disparu si elle n'avait pas parlé. Et que feras-tu après tout ça? Grace réfléchit. Je ne sais pas. Avant aujourd'hui, toute ma vie tournait autour de mes entreprises. Travailler, construire, prouver ma valeur. Mais maintenant, elle regarda la chambre où Merci dormait. Je crois que je construisais peut-être la mauvaise chose. Si elle l'accepte et si les tribunaux approuvent, je veux l'adopter. Lui donner l'enfance qu'elle aurait dû avoir, l'éducation qu'elle mérite. Rose sourit. On dit que Dieu n'arrive peut-être pas quand on l'appelle, mais qu'il arrive toujours au bon moment. Peut-être que tout cela devait arriver. Tu avais besoin de quelqu'un de ton côté, et Merci avait besoin d'un foyer. Peut-être que vous vous êtes sauvés mutuellement. Le lendemain matin, l'inspecteur Musa arriva tôt avec des nouvelles. Nous avons arrêté Peter Hobby la nuit dernière, annonça-t-il, visiblement satisfait. Nous sommes allés chez lui vers minuit avec un mandat de perquisition. Nous avons trouvé de nombreuses preuves de fraude financière, relevés de comptes offshore, instructions de Daniel, transfert d'argent. Il a essayé de supprimer des fichiers, mais notre unité technique les a récupérés. Va-t-il parler? Demanda Grace. Il parle déjà. Il a tout avoué dès qu'on lui a montré les preuves. Il a peur d'aller en prison. Il nous donne tout, nom, date, compte bancaire. Il a confirmé que le chef Bakary est le cerveau de toute l'opération. Et Daniel? Nous l'avons interrogé ce matin. Son avocat est présent, mais il ne coopère pas.
Il prétend que tout est un malentendu et qu'il est piégé. L'inspecteur Musa sortit des documents. Mais voici ce qui devient intéressant. Peter nous a parlé d'une femme au cadastre, Hélène Chuku, exactement comme Mercy l'avait dit. Nous avons envoyé des agents la chercher ce matin. Elle tentait de fuir vers le Bénin. Nous l'avons arrêtée à la frontière avec une valise pleine d'argent, plus de 10 millions de Naira en liquide. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Son paiement du chef Bakary? Exactement. Et face à autant de preuves, elle a craqué et a tout avoué. Elle facilitait des transferts illégaux de propriété pour le chef Bakary depuis 5 ans. Falsification de documents, antidatage, faux titres de propriété, contre rémunération. Pouvez-vous prouver l'implication du chef Bakary avec les témoignages de Peter et d'Hélène? Absolument. Nous avons aussi l'enregistrement de Mercy, qui implique directement Daniel et Bakary, ainsi que les documents financiers de Rose montrant la trace de l'argent. Nous avons assez d'éléments pour tous les inculper. L'inspecteur Musa prit un air plus grave. Mais je dois vous prévenir, le chef Bakary ne se laissera pas faire. Il a des relations dans le gouvernement, la justice, les forces de l'ordre. Il utilisera tous les moyens possibles pour se défendre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demanda Rose, inquiète. Que vous devez rester vigilant. Tous. Le chef Bakary est actuellement libre sous caution. Nous l'avons arrêté ce matin, mais ses avocats l'ont fait sortir en quelques heures. Il n'a pas le droit de quitter le pays, mais il reste dangereux. Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone de l'inspecteur Musa sonna. Il répondit, son visage s'assombrissant à mesure qu'il écoutait. Lorsqu'il raccrocha, il avait l'air inquiet. C'était l'un de mes agents. Le chef Bakary vient de tenir une conférence de presse. Il affirme que tout cela est un complot contre lui. Il dit que Grace a fabriqué des preuves pour détruire un concurrent commercial. Il prétend que l'enregistrement est faux. Que le témoignage de l'enfant a été manipulé. Que tout est monté de toutes pièces. Grace sentit la colère monter en elle. C'est absurde. Comment peut-il? Il est riche et puissant, répondit gravement l'inspecteur Musa. Il peut dire ce qu'il veut, et les gens l'écouteront. Nous devons nous préparer à une bataille médiatique en plus de la bataille judiciaire. Alors je tiendrai ma propre conférence de presse, dit Grace en se levant. Je dirai la vérité aux gens. Madame Okafor, je ne pense pas que ce soit prudent, commença l'inspecteur. Avec tout le respect que je vous dois, le coupa Grace, je suis restée silencieuse pendant des mois pendant que Daniel détruisait ma réputation. Pendant que les gens murmuraient que j'étais folle, instable, une voleuse. J'en ai fini avec le silence. Si le chef Bakary veut se battre, il aura ce combat. L'inspecteur Musa l'observa un instant, puis hocha lentement la tête. Très bien. Mais je renforce la sécurité, et nous faisons cela avec prudence et stratégie. D'accord. Cet après-midi-là, Grace tint une conférence de presse sur les marches du siège de la C-Corporation. Tous les grands médias de Port-Harcourt étaient présents. Channel TV, AIT, journaux locaux, stations de radio. L'inspecteur Musa se tenait à ses côtés, tout comme le barreau Enoa Ezi, avocat spécialisé en droits humains, qui avait accepté de représenter Grace pro bono après avoir vu les informations sur l'affaire. Grace s'était habillée avec soin. Une robe simple mais élégante, les cheveux attachés, un maquillage discret. Elle voulait paraître professionnelle mais accessible, forte mais sincère. Mercy se tenait légèrement derrière elle, vêtue de nouveaux habits achetés ce matin-là. La transformation était frappante. Propre, bien habillée, la fillette ressemblait à n'importe quel enfant nigérian de la classe moyenne. Grace s'avança vers les micros. Bonjour. Je m'appelle Grace Okafor et je suis la fondatrice et PDG d'Okafor Beauty Works. Il y a 2 jours, j'étais assise dans une salle d'audience en m'attendant à perdre tout ce que j'ai construit pendant 10 ans. Je n'avais aucune famille pour me soutenir, aucun ami proche pour témoigner de mon intégrité. J'étais seule, face à la destruction de l'œuvre de toute une vie, aux mains d'un homme en qui j'avais totalement confiance. Mon mari, Daniel Okafor. Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. Ce que je ne savais pas, c'est que je n'étais pas vraiment seule. Parce que parfois, l'aide vient des endroits les plus inattendus. Elle désigna Mercy. Cette jeune fille s'appelle Mercy Hadi. Elle a 10 ans. Depuis 3 ans, elle vivait dans les rues de Port-Harcourt. Et c'est grâce à elle que je me tiens ici aujourd'hui.
Grace expliqua aussi simplement que possible ce qui s'était passé. L'enregistrement, la conversation surprise, les preuves de la conspiration. Le chef Tindé Bakary affirme que tout cela est fabriqué, que j'aurais manipulé une enfant pour mentir devant un tribunal. Mais je veux que tout le monde comprenne une chose. Je n'avais jamais rencontré Merci Hadi avant qu'elle n'entre dans cette salle d'audience. Je ne connaissais même pas son nom. Elle s'est manifestée parce qu'elle a vu une injustice et a refusé de détourner le regard. Elle s'est manifestée parce qu'un jour, je lui ai montré un simple geste de bonté. Je lui ai donné mon écharpe par une nuit froide, et elle s'en est souvenue. La voix de Grace se fit plus ferme. C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Pas de rivalité commerciale, pas de procès, pas de qui a le plus d'argent ou de pouvoir. Il s'agit de décence humaine. Il s'agit de voir ceux que la société nous dit être invisibles. Il s'agit d'avoir le courage de dire la vérité, même quand on est petit, sans pouvoir, et effrayé. Elle fixa les caméras. Chef Bakary, vous pouvez essayer de me détruire avec vos avocats, votre argent et vos relations. Mais vous avez commis une erreur capitale. Vous avez sous-estimé le pouvoir d'un seul enfant qui a refusé de se taire. Et vous avez sous-estimé chaque personne de cette ville qui en a assez de voir des hommes puissants écraser ceux qui osent réussir. Les questions fusèrent aussitôt, mais Grace répondit calmement et clairement à chacune. Lorsque les journalistes tentèrent d'interroger Merci, le barreau hainaut y intervint. Merci Hadi est une mineure et un témoin clé dans une enquête en cours. Elle ne répondra à aucune question. Mais je dirai ceci. Ce que cet enfant a fait a demandé plus de courage que tout ce que j'ai vu en 15 ans de carrière. Et quiconque tentera de l'intimider ou de discréditer son témoignage devra d'abord passer par moi. La conférence de presse fit la une de tous les journaux télévisés du soir. Le lendemain matin, #JusticeForGrace était en tendance sur Twitter au Nigeria. Des groupes de femmes organisaient des manifestations. Des chefs d'entreprise prenaient publiquement position en soutien. Mais il y eut aussi des réactions hostiles. Les partisans du chef Bakary, et ils étaient nombreux, inondaient les réseaux sociaux de contre-discours. Certains affirmaient que Grace exploitait une enfant vulnérable pour susciter la sympathie. D'autres suggéraient que toute l'affaire était un canular élaboré. Quelques-uns allèrent jusqu'à proférer des menaces à peine voilées. Pendant ce temps, l'enquête de l'inspecteur Musa se poursuivait. D'autres témoins se manifestèrent, des employés des entreprises de Grace que Peter Obi avait tenté de contraindre à donner de faux témoignages. Des associés du chef Bakary qu'il avait vu avec Daniel. Même Hélène Chuku fournit des récits détaillés de la manière dont la conspiration avait été planifiée. 10 jours après le témoignage de Merci, l'EFCC annonça des inculpations officielles. Daniel Okafor fut accusé de complot en vue de fraude, de falsification et de tentative de vol. Le chef Tindé Bakary fut inculpé pour complot, blanchiment d'argent et corruption. Peter Obi et Hélène Chuku furent inculpés comme co-conspirateurs, mais bénéficiaires de peines réduites en échange de leur coopération totale. Le barreau Chidini, avocat de Daniel, fut suspendu de l'exercice du droit dans l'attente d'une enquête déontologique sur son rôle dans la conspiration. 3 mois plus tard, le procès commença. La haute cour de Port Harcourt confia l'affaire à un autre juge. Le juge Adabio Williams s'était récusé en raison de son implication dans les premières audiences. La nouvelle juge, la juge Patricia Okonko, était connue pour son approche ferme et sa réputation d'intégrité incorruptible. La salle d'audience était bondée chaque jour. La sécurité était renforcée, plusieurs points de contrôle, fouilles, détecteurs de métaux. La présence médiatique était écrasante. Grace assistait à chaque audience, Merci étant souvent assise à ses côtés. La fillette avait commencé l'école Graceland International School, dans le GRA et s'épanouissait. Mais elle insistait pour être présente dès qu'elle n'était pas en classe. J'ai commencé cette histoire, dit simplement Merci. Je dois la mener jusqu'au bout. L'accusation, dirigée par un haut responsable de l'EFCC, le barreau Emmanuel Okafor sans lien de parenté avec Grace, présenta un dossier méthodique. Ils produisirent l'enregistrement réalisé par Merci, accompagné d'expertises confirmant qu'il était authentique et non modifié. Des documents financiers montrant que Peter Obi avait systématiquement volé les entreprises de Grace et transféré l'argent vers des comptes contrôlés par le chef Bakary. Le témoignage de Rose Namdi expliquant comment elle avait découvert la fraude et avait été licenciée pour l'avoir signalée. Les documents d'Hélène Chuku montrant comment elle avait falsifié les registres fonciers pour faciliter la prise de contrôle des biens de Grace.
La chronologie manuscrite trouvée par Merci, une feuille de papier retraçant toute la conspiration de la main même de Daniel. Les témoignages de nombreux témoins ayant vu Daniel et le chef Bakary se rencontrer en secret, ayant été sollicités pour mentir, ou ayant remarqué des irrégularités mais eu trop peur de parler. Les preuves étaient accablantes. Mais l'équipe de défense du chef Bakary, un groupe d'avocats extrêmement coûteux, contesta chaque point. Ils tentèrent de faire rejeter l'enregistrement comme irrecevable. Ils mirent en doute la crédibilité de Merci. Ils suggérèrent que Peter et Hélène mentaient pour réduire leur peine. Lorsque Merci monta à la barre, l'avocat principal du chef Bakary, le senior avocat Adawel Koké, tenta de l'intimider. « Jeune fille, dit-il d'un ton condescendant, sais-tu ce qu'est le parjure ? » « Oui, répondit calmement Merci. C'est mentir sous serment. Et je ne mens pas. Tu affirmes que tu étais assise devant un restaurant et que tu as simplement surpris une conversation entre mon client et monsieur Daniel Okafor. C'est très commode, n'est-ce pas ? Ce n'est pas commode, répondit Merci. C'est là où j'étais. Je m'assois parfois à cet endroit parce que la bouche d'aération me réchauffe. Je n'essayais pas d'écouter, mais il parlait fort et je ne pouvais pas ne pas entendre. Et par hasard, tu avais un appareil d'enregistrement. Un téléphone. Quelqu'un me l'a donné. Je vous l'ai déjà dit. Un enfant sans abri avec un smartphone. C'est inhabituel, vous ne trouvez pas ? Les yeux de Merci lancèrent des éclairs de colère. Les enfants des rues restent des enfants. Nous ne sommes pas stupides. Beaucoup d'enfants de la rue ont des téléphones. Les gens jettent les anciens, ou parfois des personnes gentilles nous en donnent. Et je ne mens pas à ce sujet non plus. Le barreau Koké changea de stratégie. Madame Okréor vous a-t-elle promis quelque chose ? De l'argent ? Un endroit où vivre ? Une récompense pour votre témoignage ? Objection ! S'exclamèrent en même temps le barreau Ngwa et le procureur en se levant d'un bond. L'avocat harcèle le témoin. J'autorise la question, dit la juge Okono, mais soyez prudent, barreau Koké. Il s'agit d'un témoin mineur. Merci n'attendit pas que la question soit répétée. Madame Grèce a été gentille avec moi. Elle me donne un foyer et m'aide à aller à l'école. Mais elle ne m'a jamais demandé de mentir. Elle ne savait même pas que j'existais avant que j'entre dans la première audience. Tout ce que j'ai dit est vrai. Le contre-interrogatoire continua, mais Merci ne vacilla jamais. Son témoignage resta cohérent, détaillé et convaincant. Lorsque Daniel monta à la barre pour assurer sa propre défense, il fut beaucoup moins convaincant. Il affirma que l'enregistrement avait été fabriqué, que la chronologie manuscrite n'était pas de lui, que Peter Hobby avait agi seul sans qu'il en ait connaissance. Mais l'accusation démolit ces affirmations une à une. Ils démontrèrent que l'encre du document correspondait à un stylo retrouvé dans le bureau de Daniel, que l'écriture correspondait à des échantillons tirés de ses journaux personnels, et que les relevés téléphoniques prouvaient qu'il avait été en contact avec le chef Bakary des dizaines de fois pendant la période où la conspiration était préparée. Lorsque les plaidoiries finales commencèrent, l'issue semblait inévitable. « Mesdames et messieurs, déclara le barreau Emmanuel Okafor dans sa conclusion, cette affaire parle de pouvoir et de ceux qui pensent avoir le droit de l'exercer sans limite. Les accusés croyaient que, parce qu'ils avaient de l'argent et des relations, ils étaient au-dessus des lois. Ils pensaient pouvoir détruire une femme d'affaires travailleuse simplement parce qu'ils convoitaient ce qu'elle avait construit. Ils pensaient que personne ne les arrêterait. Il désigna Merci, assise au premier rang du public. Mais il n'avait pas compté sur une fillette de 10 ans qui savait que le bien et le mal comptent plus que l'argent et le pouvoir. Il n'avait pas compté sur son courage, son intégrité, son refus de laisser l'injustice passer sans réponse. Puis il se tourna vers la juge. « Votre honneur, les preuves dans cette affaire sont accablantes. Nous avons des enregistrements, des documents, de multiples témoins, et un schéma clair de conspiration et de fraude. Les accusés sont coupables, et la justice exige qu'ils subissent pleinement les conséquences de leurs actes. » Lorsque la défense présenta ses conclusions, elles parurent tièdes. Même eux savaient qu'ils avaient perdu. La juge Okonko prit 2 jours pour délibérer. Lorsqu'elle revint rendre son verdict, la salle d'audience était si silencieuse qu'on entendait les respirations. Dans l'affaire opposant la République fédérale du Nigeria à Daniel Okafor, je déclare l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Grèce laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir depuis si longtemps. Dans l'affaire opposant la République fédérale du Nigeria à Tinde Bakary, je déclare l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation.
Le visage du chef Bakary resta impassible, mais ses mains agrippèrent la table devant lui. Daniel Okafor, vous êtes par la présente condamné à 7 ans d'emprisonnement, sans possibilité de libération conditionnelle durant les 4 premières années. Vous devrez également verser à Grace Okafor une indemnisation de 50 millions de Naira pour les dommages causés. Chef Tinde Bakary, vous êtes par la présente condamné à 10 ans d'emprisonnement, sans possibilité de libération conditionnelle durant les 6 premières années. Vos biens seront saisis dans l'attente d'enquêtes complémentaires sur d'autres activités criminelles potentielles. La juge fit une pause. Je souhaite dire ceci à vous deux. Vous êtes des hommes instruits, des hommes qui ont réussi, des hommes qui avaient tous les avantages que cette société peut offrir. Et pourtant, vous avez choisi d'utiliser ces avantages pour détruire quelqu'un qui avait travaillé dur pour mériter son succès. Vous avez agi par pure cupidité et vous avez presque réussi, parce que vous pensiez que la richesse et les relations vous protégeraient des conséquences. Elle regarda Merci. Mais vous n'aviez pas prévu que la vérité possède une force qui lui est propre. Que le courage peut venir des endroits les plus inattendus. Qu'une enfant vivant dans la rue puisse avoir plus d'intégrité dans son petit doigt que vous deux dans tout votre corps. La juge Okonko frappa son maillet. L'audience est levée. Le soleil se couchait sur Port Harcourt, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Grace se tenait sur le balcon de sa maison. Non plus la grande demeure vide de l'Olgera, mais une nouvelle maison à Rumuokoro, plus petite, plus chaleureuse, pleine de vie. Merci, désormais âgée de 12 ans, était dans le salon en train de faire ses devoirs. Elle était maintenant en JSS 1 à Graceland International School et terminait régulièrement première de sa classe. Elle avait des amis, des passions, des rêves d'avenir. Dans 2 semaines, l'adoption officielle serait finalisée. Merci deviendrait légalement Merci Grace Okreor. La Grace Foundation for Orphan and Vulnerable Children avait dépassé tout ce que Grace avait pu imaginer. En commençant par la rénovation de l'orphelinat Sainte-Marie, elle soutenait désormais plus de 200 enfants à travers l'État de Rivers, en fournissant logement, éducation, soins médicaux, accompagnement psychologique et formation professionnelle. Sœur Ruth était devenue directrice exécutive de la Fondation, dirigeant les opérations avec la même dévotion qu'elle montrait autrefois à l'orphelinat. Rose Nambdi était maintenant directrice financière d'Okafor Beauty Works, avec un salaire généreux et des parts dans l'entreprise. Elle avait refusé plusieurs offres très lucratives pour rester aux côtés de Grace. Le barreau Ngwa AY avait rejoint la fondation comme directrice juridique, offrant des services juridiques gratuits aux femmes victimes de violences domestiques ou d'exploitation. L'inspecteur Ibrahim Musa avait été promu commissaire adjoint de police et continuait de collaborer étroitement avec la fondation sur les affaires de corruption et d'abus de pouvoir. David Okonko, le garçon débrouillard qui avait aidé Merci à survivre dans la rue, vivait désormais au centre principal de la fondation et suivait une formation technique. Il voulait devenir ingénieur automobile. Les entreprises de Grace prospéraient. Libérées du sabotage de Daniel et grâce à une gestion honnête, Okafor Beauty Works s'était étendue à de nouveaux marchés. Les hôtels étaient rentables. La société de logistique était en pleine croissance. Mais surtout, Grace avait changé sa vision du succès. Chaque gamme de produits comprenait désormais une version Hope. Des produits abordables vendus presque à prix coûtant pour rendre les soins de qualité accessibles aux communautés pauvres. Les bénéfices des produits premium finançaient la gamme Hope. Chaque hôtel employait des femmes ayant été victimes de violences domestiques ou de traite, leur offrant un nouveau départ et une formation professionnelle. La société de logistique proposait des programmes d'apprentissage pour les jeunes défavorisés. Et chaque année, 20% de tous les bénéfices étaient reversés à la Grace Foundation. Maman, appela Merci depuis l'intérieur. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Grace entra depuis le balcon. Bien sûr. Merci posa son manuel de mathématiques. Aujourd'hui en classe, on parlait des héros, des personnes qui ont changé l'histoire. La maîtresse nous a demandé de réfléchir à notre héros personnel. Et qui as-tu choisi? Demanda Grace en s'asseyant à côté d'elle. Justement, je n'ai pas pu en choisir un seul. Parce que j'ai 2 héros. Ma mère, qui m'a appris à être forte et gentille même quand la vie était difficile. Et toi? Grace sentit les larmes monter. Merci, je ne suis pas une héroïne. C'est toi qui... Non, maman, l'interrompit doucement Merci. Tu m'as donné ton écharpe quand j'avais froid. La plupart des gens ne me voyaient même pas, mais toi, tu m'as vu.
Tu m'as traité comme si j'avais de la valeur. Et quand je t'ai aidé au tribunal, tu ne t'es pas contenté de me dire merci et de passer à autre chose. Tu m'as donné un foyer, une famille, un avenir. C'est ça, un héros. Grace serra Merci dans ses bras. Tu sais ce que j'ai appris? Dit-elle. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Je t'ai donné un foyer. Mais toi, tu m'as donné quelque chose d'encore plus important. Tu m'as donné un sens. Tu m'as montré que le succès ne se mesure pas à l'argent qu'on gagne ou à la taille de son entreprise, mais au nombre de vies qu'on touche, au bien qu'on fait dans ce monde. Elles restèrent assises ensemble tandis que la pièce s'assombrissait et que les lumières de Port Harcourt commençaient à scintiller au loin. Merci, dit Grace après un moment. Tu te souviens de cette nuit dans la maison sécurisée, quand je t'ai demandé ce que tu voulais devenir plus tard? Je m'en souviens. J'ai dit que je voulais devenir avocate comme Barista Egua. Est-ce que tu le veux toujours? Merci réfléchit un instant. Oui, mais je veux aussi faire ce que tu fais. Aider les enfants qui sont là où j'étais. Peut-être que je peux être les deux. Une avocate qui dirige une fondation. Est-ce possible? Grace sourit. Ma chère, après tout ce que tu as déjà accompli, je crois que tu peux devenir tout ce que tu décides d'être. Elles entendirent une voiture se garer devant la maison. Grace jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Rose arriver pour le dîner, accompagnée de sœur Ruth et de l'inspecteur Musa. Grace avait commencé à organiser des dîners hebdomadaires, réunissant les personnes qui étaient devenues sa véritable famille. Pendant qu'il mettait la table et que la maison se remplissait de rires et de conversations, Grace réalisa quelque chose de profond. Daniel avait eu raison sur un point, elle avait été seule. Mais plus maintenant. Elle avait Merci. Elle avait Rose, sœur Ruth, l'inspecteur Musa et Barista Egua. Elle avait les enfants de la fondation qui l'appelaient tante Grace et couraient la serrer dans leurs bras chaque fois qu'elle leur rendait visite. Elle avait des employés loyaux parce qu'elle les traitait avec respect. Elle avait une communauté qu'elle avait contribué à bâtir. Elle avait une famille pas celle dans laquelle elle était née, mais celle qu'elle avait choisie et qu'il avait choisie en retour. Et cela, pensa Grace en regardant Merci rire à l'une des histoires de l'inspecteur Musa, c'était la plus grande réussite de toutes. Maintenant, avant de conclure, je veux vous poser une question. Et j'aimerais vraiment que vous répondiez dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un d'inattendu s'est déjà levé pour vous défendre au moment où vous en aviez le plus besoin? Ou avez-vous été cette personne pour quelqu'un d'autre, celle qui est intervenue quand tout le monde s'éloignait? Peut-être avez-vous été témoin d'une injustice et pris la parole même si vous aviez peur. Peut-être que quelqu'un vous a montré de la bonté quand vous n'aviez rien, et que cela a changé votre vie. Partagez vos histoires dans les commentaires. Nous avons tous besoin de les entendre. Nous avons besoin de nous rappeler qu'il existe encore de bonnes personnes dans ce monde, des personnes qui font ce qui est juste même quand c'est difficile. Écoutez, je sais que cette histoire était longue, mais j'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'au bout. Parce que c'est de cela que la vie est vraiment faite, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'argent ou de réussite apparente sur le papier. C'est une question de lien que nous créons, de la bonté que nous montrons, des moments où nous choisissons de reconnaître l'humanité de l'autre au lieu de détourner le regard. Grace pensait avoir bâti un empire. 3 hôtels, une entreprise de beauté prospère, des propriétés à travers l'état de Rivers. Mais sa véritable richesse, c'était une fillette de 10 ans au cœur courageux et au sens inébranlable de la justice. Merci pensait qu'elle n'était personne, invisible, sans valeur. Mais elle était l'héroïne de toute cette histoire. C'est elle qui a refusé de laisser le mal gagner. Et cet enregistrement, ce morceau de preuve froissé tombé du dossier de Daniel par une nuit pluvieuse, c'était l'instrument de la justice. Mais il n'aurait jamais eu de valeur si Merci n'avait pas eu le courage de le ramasser, de le garder en sécurité et de l'apporter au seul endroit où la vérité pouvait triompher. Daniel et le chef bar pensaient être très intelligents. Ils croyaient avoir tout planifié à la perfection. Mais ils ont commis une erreur cruciale, ils ont sous-estimé le pouvoir d'un simple acte de bonté. Ils n'auraient jamais imaginé qu'une écharpe offerte par une nuit froide reviendrait détruire tout leur complot. C'est la leçon de cette histoire, mes amis. C'est ce que je veux que vous reteniez. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la bonté. Ne passez jamais à côté des personnes que la société vous dit de considérer comme insignifiantes. Ne supposez jamais que vous êtes seul simplement parce que vous ne voyez pas qui se tient à vos côtés. Et n'essayez jamais, au grand jamais, de détruire quelqu'un qui a fait preuve de compassion envers les oubliés et les invisibles. Car ces personnes oubliées se souviennent.
Et elles se défendront. Grèce et Merci nous ont montré que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de ceux qui restent à vos côtés quand le monde essaie de vous briser. De ceux qui prennent la parole quand tous les autres se taisent. De ceux qui vous sauvent même lorsqu'ils n'ont rien à y gagner. Aujourd'hui, la Fondation Grèce soutient des centaines d'enfants à travers le Nigeria. Merci s'épanouit à l'école et rêve de devenir avocate. Daniel purge sa peine à la prison de Port-Harcourt. Le chef Bakar est incarcéré à la prison de haute sécurité de Kirikiri à Lagos, son empire démantelé. Et Grèce, elle a enfin trouvé le succès qui compte vraiment. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like à cette vidéo pour l'aider à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi ce que cette histoire a signifié pour vous. Et racontez-moi un moment où un héros inattendu est apparu dans votre vie. Souvenez-vous, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Parfois, nos plus grands alliés sont ceux que nous attendons le moins. Jusqu'à la prochaine histoire, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.